Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 27 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous si vous nous écoutez à partir de la maison à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le plan de campagne 2015-2016 qui a été adopté hier par le Conseil supérieur de l'agriculture. Nous sommes avec trois invités, Madi Keïta, directeur national de la pêche, Amadou Dambélé, directeur national de la production et de l'industrie animale, Demba Diallo, chef de la division planification au développement rural. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la mise en onde. Environ 681 éleveurs ont bénéficié de l'opération d'insémination du Maroc qui a offert 125 000 doses de semences animales pour inséminer les vaches locales en vue d'améliorer la production bovine et de lait cette année. La campagne coûtera au total 189 milliards 306 millions de francs CFA, dont 47 milliards de subventions aux intrants, engrais et semences et 10 milliards de francs CFA aux équipements. Du coup, le sac d'intrants de 50 kilos revient à 11 000 francs CFA aux producteurs. La campagne 2015-2016 va aussi permettre le lancement du programme pilote d'équipement des paysans avec plus de 1000 tracteurs. Alors, nous allons voir avec vous, Demba Diallo, chef de la division planification au développement rural. Qu'est-ce que le Conseil apporte de plus cette année? Merci, M. Sidibé. Merci également à tous les auditeurs de Radio Tamani. Merci pour cette initiative qui est vraiment la bienvenue, qui nous permet vraiment de donner le maximum d'informations vraiment à tous les citoyens maliens. Parce que l'agriculture aujourd'hui intéresse tous les Maliens. Donc, le Conseil supérieur de l'agriculture, comme vous le saviez, se réunit chaque année en session ordinaire pour valider un certain nombre de documents, dont le plan de campagne agricole. Le plan de campagne agricole, c'est ce document-là qui vraiment définit l'ensemble d'objectifs, d'activités, de stratégies pour vraiment promouvoir les différentes filières agricoles, filières animales et puis les filières aquacoles et halieutiques. Donc, tant que ce conseil ne s'est pas tenu, donc le plan de campagne n'est pas exécutoire. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez déjà mentionné le programme pilote. Ça, c'est un apport important de plus de 10 milliards de francs CFA et plus de 1000 tracteurs. Donc, ça, c'est déjà un apport vraiment important que je pense qu'il faut vraiment saluer. L'année dernière, certes, des efforts avaient été faits également, mais il n'y avait pas ce programme pilote. Donc ça, c'est vraiment un additif par rapport aux autres campagnes passées. Voilà. Comme vous le savez, il y a d'autres programmes également. Donc il y a d'autres programmes. D'accord, nous allons pouvoir en parler au cours de cette émission. Alors, Amadou Dambélé, vous êtes directeur national de la production et de l'industrie animale, si je ne m'abuse. On parle d'un programme qui a fait comme 681 bénéficiaires, un programme du Maroc, un partenariat entre le Mali et le Maroc qui fait bénéficier donc 681 éleveurs de semences pour les vaches locales. Aujourd'hui, quelles sont les avancées enregistrées dans le domaine de l'industrie animale? Merci. Je commence par remercier, tout comme mon prédécesseur, le studio Tamani, pour nous avoir donné l'opportunité de nous adresser au grand public et de donner des informations relatives aux productions animales, aux productions et aux industries animales. Comme vous l'avez dit, le Rhum du Maroc a offert 125 000 doses de semences animales à haute valeur laitière et 10 000 doses
de semences à haute valeur bouchère pour permettre de promouvoir la production de lait et de viande au Mali. Vous savez, l'élevage au Mali se trouve confronté à un certain nombre de problèmes, parmi lesquels il y a la performance génétique de nos animaux. Les niveaux de production sont tels que les productions n'arrivent pas à suffire pour couvrir les besoins en lait et en viande du pays. C'est ce qui a amené le sous-secteur de l'élevage à demander et à obtenir auprès de nos partenaires l'introduction de semences à haute valeur bouchère et à haute valeur laitière pour permettre un croisement avec nos races locales. Cela va permettre à terme d'avoir des animaux, dans un premier temps, d'émissons, dont la production laitière peut être doublée ou triplée. Donc, à titre d'exemple, une vache, nos meilleures laitières aujourd'hui, sans le croisement avec les races améliorées, produisent entre 2 et 3 litres. Ces spécimens, après le croisement, les produits d'émissons qui sont obtenus peuvent atteindre 15 à 20 litres de lait. Donc vous voyez la différence notable qu'il y a. Ça c'est par jour. Hein. Ça c'est par jour. Ça c'est la production journalière. Vous voyez la différence notable que l'insémination apporte pour la production laitière. Et vous savez qu'au Mali, le disponible laitier ne permet de distribuer que 12 litres de lait par personne et par an, alors que les normes de l'AFO sont de 60 litres de lait par personne et par an. Et cela est pareil pour la production de viande aussi. On a certainement beaucoup d'animaux, mais la valeur bouchère de ces animaux est si basse que les rendements des animaux, souvent, après l'abattage, donnent des poids carcasses qui tournent autour de 100 à 120 kg en moyenne. Alors que quand on croise avec les races bouchères, on peut avoir des poids carcasses qui tournent autour de 250 à 300 kg. Donc, vous voyez la différence qu'il y a par rapport à nos races locales. D'accord. Donc, alors, oui. Nous allons en venir. J'ai déjà des questions pour vous, Oui. mais je vais peut-être passer la parole d'abord à Amadi Keïta, qui est le directeur national de la pêche, car l'agriculture, le monde de l'agriculture, c'est aussi la pêche. Aujourd'hui, quelles sont les avancées et quels sont les clins d'œil que le Conseil supérieur de l'agriculture a fait à votre domaine cette année? Merci, M. Sidibé, et bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Merci de nous avoir invités, moi et mon collègue de production industrie animale, qui nous rejoignons la production végétale autour de ces plans de campagne. Le fait déjà que le chef d'État, à la tête du Conseil supérieur de l'agriculture, parle de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et ça nous réjouit beaucoup. Aujourd'hui, tous les objectifs que ces trois sous-secteurs se fixent sont déjà exposés devant le chef de l'État qui les valide. Donc aujourd'hui, nous rejoignons les autres autour de cette table. Le secteur de la pêche, nous sommes sur 2 niveaux. Il y a la pêche, il y a l'aquaculture. Notamment, comme le grand public le dit, la pisciculture, c'est que les gens connaissent, l'élevage du poisson. La pêche, aujourd'hui, nous avons souci de préserver les ressources halieutiques. Il s'agit de sauvegarder ce que nous prélevons chaque année autour de nos fleuves, mares et autres plans d'eau secondaires. Donc, le premier objectif, c'est cela. Le deuxième objectif maintenant, c'est de développer aussi l'aquaculture qui est un sous-secteur nouveau dans le contexte malien. Il s'agit d'aller à l'intensification même de l'élevage du poisson. Aujourd'hui, nous avons un programme effectivement financé sur le Fonds national d'appui à l'agriculture, qui a financé un programme que nous avons commencé au niveau de la zone de l'Office du Niger, qui va installer 400 jeunes autour de 80 cages flottantes. C'est des structures d'élevage très réduites, de 180 à 144 mètres cubes, où on peut mettre des milliers d'alevins, et au bout de 6 mois, on pouvait atteindre 4 à 5 tonnes
de poissons. Donc, une première exploitation de 6 mois, les jeunes qui vont avoir cette production vont pouvoir le vendre et renouveler par eux-mêmes l'activité. D'accord. Ils seront formés en conséquence. D'accord. Merci bien. Alors, merci pour ce tour d'horizon donc du monde agricole. Nous allons retourner vers le planificateur qui est autour de nous, qui est avec nous dans ce studio. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, dans un futur proche, mesurer l'impact de tant de projets et tant d'actions menées en faveur de l'agriculture, à la fois de l'agriculture et du monde de la production animale? Oui, M. Sidibé, c'est pas aussi difficile. Vous savez, nous avons vraiment des méthodes d'évaluation et nous avons également toute une cellule qui est dédiée à cela, à savoir la cellule de planification et de statistiques du ministère du Développement rural. Alors, prenons ce cas concret de 681 éleveurs qui ont bénéficié de semences animales. Aujourd'hui, on peut s'attendre à combien d'années pour voir l'impact de ce programme sur le monde de l'agriculture? Bon, je crois que ça c'est les spécialistes qui peuvent dire ces trucs-là. Ça appartient vraiment aux spécialistes. À partir de combien d'années une vache est productive? Bon, le directeur est là, il peut répondre à cette question-là. Oui, c'est approprié pour une vache, parce qu'il faut se situer dans le domaine. Ici, nous sommes dans le domaine de la production laitière. Nos vaches locales, pour qu'elles rentrent en production laitière, il faut attendre 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Et les demi-sangs qu'on a, à partir de 3 ans et demi, elles peuvent être saillies. C'est-à-dire elles peuvent être accouplées avec des mâles. Et à partir de 4 ans, les premières mises bas apparaissent. Donc à partir de 4 ans déjà, on peut voir les résultats de l'insémination sur la production laitière. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il faut attendre 4 ans aujourd'hui pour que le prix du lait et du prix de la viande puisse baisser? Oui, on peut ne pas attendre 4 ans pour que ce prix baisse. Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans la détermination du prix du lait. C'est surtout, on est en train d'envisager un certain nombre d'actions, notamment la collecte du lait. Vous savez, la quantité totale potentielle de production de lait au Mali, c'est autour de 2 milliards de litres. Et la quantité collectée, c'est entre 600 000 et 800 000 litres. Donc cette quantité collectée n'est pas distribuée. Donc les zones de production sont situées dans des endroits où à certains moments de l'année, la production dépasse la consommation, si bien qu'une bonne quantité de lait est perdue, faute de transformation, faute de commercialisation. Donc si on arrivait à envisager des actions qui permettent une meilleure collecte du lait, une meilleure conservation du lait, un meilleur transport du lait et une meilleure distribution de lait, on peut arriver à baisser le prix avant l'entrée en fonction des premiers demi-sangs issus de l'insémination artificielle. D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre cette émission. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter sont à votre disposition pour réagir à cette émission. Ou faites tout simplement un tour sur notre site web pour écouter cette émission en direct ou bien la réécouter si vous la ratez donc en ce moment. Alors nous allons nous tourner vers la pêche aujourd'hui. La pêche est un volet assez important du secteur agricole. Vous avez parlé de pisciculture. Est-ce que le fleuve, il y a des actions qui sont envisagées pour la sauvegarde du fleuve? Bien, merci M. Sidibé. Les actions pour la sauvegarde du fleuve Niger, le président en a parlé hier. Il disait que ça lui tient à cœur. Lors des journées paysannes que nous avons clôturées hier, les paysans ont demandé même le dragage du fleuve Niger. Il y a longtemps qu'on parle de draguer le fleuve Niger. Il n'y a pas que le fleuve Niger, c'est pratiquement tous les plans d'eau qui sont concernés par le comblement et l'ensablement.
Donc, il y a des actions d'études environnementales aujourd'hui qu'il faut entreprendre pour tous les grands travaux et aménagements qu'on fait au niveau des fleuves et de nos plans d'eau. Et la loi que nous venons d'adopter aussi amène une certaine garantie par rapport à la protection du fleuve. Donc aujourd'hui, surtout que nous voulons nous orienter aujourd'hui vers une pisciculture intensive, l'aquaculture intensive, qui peut se faire au niveau du fleuve, les parties profondes du fleuve. On peut installer des structures hors sol, sortir des systèmes étangs et bassins pour utiliser le lit du fleuve maintenant pour installer des infrastructures où, à forte densité, on peut faire de l'élevage du poisson. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui parce que la population, les communautés qui ont besoin de ça aujourd'hui, c'est surtout les populations de pêcheurs qui sont au bord du fleuve, qui sont confrontés à un problème d'accès aux fonciers parce qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver. C'est des populations flottantes, migrantes qui se déplacent. Donc aujourd'hui, l'action que nous voulons mener, c'est non seulement d'installer des jeunes diplômés sans emploi dans ce secteur-là, mais aussi des pêcheurs, des communautés de pêche qui sont au bord du fleuve. Est-ce que ces actions vont avoir un impact sur le prix du poisson? Ces actions vont avoir un impact sur le prix du poisson. Parce que l'élevage intensif, si aujourd'hui la Chine importe, les gens le disent très souvent, la Chine importe du poisson vers l'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique. La Chine importe aujourd'hui sur les États-Unis. Les espèces de poissons qui sont consommées aux États-Unis sont cultivées, élevées en Chine pour être exportées aux États-Unis. Donc c'est le résultat de l'aquaculture. C'est le résultat de l'aquaculture. La Chine, ce que la Chine produit en aquaculture, c'est 10 fois plus que ce qu'ils ont en pêche de capture. Donc aujourd'hui, je vous dis, 3 jeunes ou bien 5 jeunes qu'on met autour d'une cage, une simple cage flottante, en 6 mois, ils peuvent produire 5 tonnes de poissons. Ça dépend effectivement du volume de la cage utilisée. Et ça aussi, ça dépend du niveau, de la profondeur de l'eau. Plus on a une grande profondeur, plus on peut en tout cas améliorer notre infrastructure et avoir des infrastructures beaucoup plus grandes. Est-ce que dans un pays où il ne pleut pas beaucoup comme le Mali, un tel projet a de l'avenir? Oui, un tel projet a de l'avenir parce que, comme je vous l'ai dit, c'est surtout la pisciculture et la pêche qui est impactée par l'insuffisance des crues et de la pluie. Mais maintenant, si nous nous orientons, effectivement, c'est à cause de ça que nous nous orientons vers l'élevage intensif dans des structures hors sol. Ça veut dire que partout où on a la maîtrise de l'eau, on peut faire du poisson. Et c'est ce qui n'était pas. Nous avons mis dans notre nouvelle loi qui vient d'être adoptée, l'obligation est faite à l'État et aux collectivités qui aménagent, comme on a les aménagements de l'Office du Niger, les aménagements à l'OPIB. Chaque aménagement aujourd'hui, si on veut faire du riz, il faut qu'on puisse, si on maîtrise de l'eau pour faire du riz, il faut qu'on fasse aussi de la pisciculture. Donc que des gens puissent avoir aussi accès à l'eau, d'irrigation pour faire de l'élevage du poisson, peut faire des étangs. Ça, c'est à ce niveau. Mais en ce qui concerne le lit du fleuve et les plans d'eau secondaires qu'on a, les fleuves, que ce soit le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, Dieu seul sait qu'on en a. Et aujourd'hui, tous les campements de pêche, les villages pêcheurs qui sont installés sur ces eaux-là peuvent faire de la pisciculture intensive. Dans des structures comme les cages flottantes. D'accord. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Madi Keita, directeur national de la pêche. Alors, Demba Diallo, vous êtes chef de la division planification au département du développement rural. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la campagne de cette année aura un impact sur le prix des céréales? Bon. En baisse ou en hausse? Vous savez, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas le seul facteur pour pouvoir vraiment jouer sur le prix. Certes, l'offre quand même de semences sera augmentée. Ça va augmenter, ça c'est certain, parce que déjà, on dépasse de loin les besoins alimentaires du pays, qui se chiffrent environ à 3 850 000 tonnes de céréales.
Alors, une chose est de produire, mais une Oui. chose est l'accessibilité aussi de ces productions aux populations. Est-ce que l'accessibilité permet aujourd'hui d'assurer l'autosuffisance alimentaire que le Mali recherche depuis Oui, tellement de temps? oui, comme on le dit, c'est un ensemble de facteurs qui doivent être, qui doivent être combinés pour pouvoir vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, on a toujours crié qu'il faut vraiment lutter contre vraiment l'enclavement. Il faut essayer de lier les zones de production aux zones de consommation. Donc je pense que des efforts sont en cours par rapport à ça. Ce qui est sûr le riz de produit à Nyono est consommé à Caille aujourd'hui, est consommé dans les confins de Caille, est consommé également à Gao et puis à Kidal. Donc c'est le genre d'action pour vraiment permettre la mobilité des céréales. Je crois que ces actions sont en cours. Mais ce qui est sûr, la seule production ne suffit pas pour vraiment jouer sur les prix. Et puis, ce qu'il faut vraiment observer, c'est que déjà, les céréales ne sont pas bien vendues. Par rapport au coût de production, les céréales ne sont pas bien vendues. C'est le riz là qui est bien vendu. Aujourd'hui, vous avez même le maïs qui est au niveau des zones de production qui n'est pas encore payé. Voyez. Or, l'hivernage s'annonce. Bon, la conservation du maïs est très difficile. Voyez. Tout de suite, il est entamé par de moisissures. Voyez. Donc, ça, c'est très difficile. Ce qui fait qu'à un moment donné, les producteurs sont obligés de vendre et se débarrasser. À perte. Voilà. Ce qui fait que le prix baisse. Donc, quand le prix baisse, déjà, au prix normal, ce n'est pas bien rémunéré, l'activité n'est pas bien rémunérée. Et encore, si on le vend par contrainte, vous voyez ce que ça fait. Ça veut dire que le producteur ne profite pas beaucoup vraiment de la céréale qu'il produit. Donc c'est là le problème. C'est pourquoi souvent la baisse des prix, c'est bon pour le consommateur, mais ce n'est pas vraiment, c'est en défaveur du producteur. Est-ce que les importations de céréales sont à la base de ces difficultés? Moi, je ne pourrais pas dire que les importations sont à la base, non, je ne pourrais pas le dire. Mais certes, si on n'importait pas, c'est que sûr, ça pourrait quand même donner beaucoup plus un certain équilibre. Voilà, un certain équilibre par rapport vraiment à la commercialisation de ces produits-là. Voilà. D'accord. Alors, Amadou Dambélé, directeur national de la production et de l'industrie animale, parlons un peu de la transformation. Aujourd'hui, est-ce que le Mali est en mesure de pouvoir conserver ce qu'il produit? C'est le plus gros des problèmes pour ce qui concerne les productions animales. Si vous prenez la production laitière, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des centres de collecte qui sont situés au niveau des bassins de production. Et cela a pour but de mettre à la disposition des bassins des consommateurs au niveau des bassins de production les quantités de lait dont ils ont besoin. Mais les grands consommateurs se trouvent dans les centres urbains. Donc il y a tout un dispositif qu'il faut mettre en place pour permettre de conserver, de transformer, de transporter et de distribuer auprès de ces consommateurs-là. Il y a quelques faiblesses à ce niveau, mais le département est en train de prendre des mesures pour qu'on puisse faire des investissements à travers la collaboration et un partenariat entre le public et le privé pour pouvoir booster les investissements dans ce domaine. Si on prend l'exemple de la viande, vous savez que nos abattoirs aujourd'hui ne sont pas dans les normes de production. Aucun de nos abattoirs ne dispose d'une chaîne de froid pour la conservation. Aussi bien pour la conservation que pour le transport. Donc il y a tout un effort à fournir dans ce cas pour permettre à ce que la viande produite soit de qualité aussi bien pour le consommateur malien et pour que la viande produite aussi puisse être exportée. Parce que ce que nous exportons en bétail sur pied constitue une véritable perte de valeur ajoutée pour le pays. Alors que si on mettait les abattoirs dans les normes, on va créer des emplois, on va permettre beaucoup plus de rentrées de devises pour le pays et l'économie va être prospère.
Notamment pour rentabiliser sur d'autres matières, notamment la peau. Tous les sous-produits, la peau, les cornes, les onglons, les contenus stomacaux, tous les sous-produits peuvent être valorisés sur place et cela contribue à la création d'emplois. Alors, j'imagine que le secteur de la pêche n'a pas ce genre de problème puisque le poisson est souvent séché. Mais est-ce que dans votre domaine également, il y a des problèmes de conservation, Madi Keïta? Oui, il y a des problèmes de conservation. Mais bien sûr que chez nous, c'est parce qu'il y a des problèmes de conservation que le fumage et le chichage du poisson sont considérés comme des systèmes de conservation du poisson. Les pêcheurs de Yuwaru, de Tenenkou, ne peuvent même pas atteindre Mopti avec le poisson frais. Donc il y avait des zones enclavées, il y a des problèmes de conservation, c'est pour cela que les gens fument le poisson et le prix n'est pas le même. Ils préféreraient vendre frais. Maintenant, nous avons vu cela, nous avons commencé à faire d'abord les débarcadères avec des infrastructures connexes comme des fabriques de glace, comme des chambres froides. Et si je prends le cas de Ansongo, il y a des moments où on peut transporter par jour 4 à 5 tonnes de poissons que les Nigériens amènent à Niamey. Ils viennent avec de la glace de Niamey, ils déposent en cours de route. Et au niveau du cercle d'Ansongo, c'est 4 à 5 tonnes de poissons qui sont journellement envoyés au Niger. Et en cours de route, ils mettent de la glace, ils continuent à mettre de la glace qu'ils ont déposée en venant. Donc ça échappe. Pour cela, nous avons acheté 2 camions frigorifiques de 10 tonnes, un camion pour Gao, un camion pour Tombouctou. À Tombouctou. Pour que, en tout cas, ceux de Bamako puissent avoir du poisson frais. Et le même problème, il y a des débarcadères qui ont été construits à Kona. Bien sûr que ça a été détruit avec la guerre Kona qui était la ligne de front la crise. Effectivement. Maintenant, il y a aussi des débarcadères qui a été construit à Mopti, qui n'est pas fini. Il y a des centres de traitement qu'on a réalisés à Niafunke, Djafarabé et Aka. Il y a un débarcadère que nous venons de faire sur Manantali, à Manantali, près de 3 milliards, accès et électrification qui a coûté à peu près 3 milliards. Tout ça avec fabrique de glace, château d'eau, tout ça pour conserver le poisson, pour que le poisson frais puisse parvenir dans les zones de commercialisation. D'accord. Donc, au-delà de la pêche et de l'industrie animale, il y a aussi un besoin de conservation des fruits. Peut-être le planificateur est à même de nous dire quelles sont aujourd'hui les avancées dans ce domaine. Oui, effectivement, par rapport aux productions végétales, c'est surtout les produits frais qui posent vraiment énormément de problèmes. Surtout les mangues, les fruits, vraiment leur conservation pose énormément de problèmes. Mais il y a déjà des centres de conditionnement que les projets, que l'État est en train de construire à travers les projets. Ces dernières années, il y a eu assez de centres qui ont été construits, des centres de conditionnement. Et que ça le plus souvent, c'est des initiatives privées. Bon, il y a des initiatives privées, mais il y a aussi des centres qui sont construits par des projets et programmes. Projets programmes agricoles. Au bénéfice des populations. C'est le cas à Nyono, c'est le cas à Banyangara, c'est le cas à Sikasso, ainsi de suite. Voilà. Donc des efforts sont en cours, effectivement, par rapport à ça. Sinon, pour le produit sec, tel que les céréales, il y a assez de magasins, aujourd'hui des magasins de stockage, pour pouvoir vraiment les conserver. Mais le conditionnement, ce n'est pas seulement la conservation. Le conditionnement, vraiment, c'est un ensemble d'activités également. Donc à ce niveau également, il va falloir encore fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins. La mécanisation de l'agriculture, ce sera le thème de ce 3e volet que nous allons entamer juste après cette pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur le plan 2015, le plan de campagne 2015-2016 qui a été adopté hier par le Conseil supérieur de l'agriculture et nous sommes avec les experts pour décortiquer donc ce plan. Aujourd'hui, l'État annonce plus de 1000 tracteurs et kits pour les producteurs, mais cela, est-ce que dans le domaine également de l'industrie animale, il est attendu ce genre d'activité, ce genre de programme? Oui, dans le domaine de l'élevage, il est prévu ce genre d'activité, notamment à travers le Fonds national d'appui à l'agriculture. Il y a un certain nombre d'équipements qui sont prévus pour permettre le développement de la production laitière. Comme on l'a dit tantôt, avec les demi-cents qu'on va avoir, avec une production de lait qui va varier entre 10, 15 et 20 litres, vous savez, ça va être difficile de les traire à la main. Donc il faut nécessairement de la mécanisation pour faire cet exercice-là. Et par rapport à ça, il est prévu l'acquisition de treilleuses mécaniques. Il ne s'agit pas de treilleuses qui sont utilisées dans les grandes industries laitières dans les pays européens, mais c'est des treilleuses mécaniques de faible coût, qui sont faciles à mobiliser. Et qu'il est prévu d'acquérir ces treilleuses pour permettre d'alléger la fonction de traite pour les vaches qui vont avoir de grandes productions de lait. Donc, en plus de ça, il y a en matière de production fourragère, il y a l'acquisition des botteleuses. Les botteleuses, c'est des appareils qui permettent de compresser le fourrage en boules compactes et pour permettre leur stockage et leur conservation pendant les périodes difficiles. Les fourrages qui est cultivé en saison hivernale, on les stocke de cette manière à travers des machines qui les coupent, qui les compressent et qui les emballent pour qu'ils puissent être utilisés dans de bonnes conditions plus tard. Donc il y a tout un lot de matériel de ce genre qui sont prévus dans le domaine de l'élevage et qui sont prévus d'être financés sur le Fonds national d'appui à l'agriculture. Donc il y a tous ces aspects. Il y a les équipements des abattoirs qui sont prévus. Il y a la mise en place des unités de transformation du lait au niveau des centres de collecte qui sont prévus. Donc il y a tout un arsenal d'équipements qui sont prévus pour la mécanisation dans le domaine des productions et des industries animales. Merci beaucoup Amadou Dambélé, directeur national de la production et de l'industrie animale. Alors Demba Diallo, vous êtes chef de la division planification au niveau du département du développement rural. Aujourd'hui on parle de plan pilote, de programme pilote en parlant donc des 1000 tracteurs qui vont donc être octroyés aux paysans. Est-ce qu'on peut parler de programme pilote puisqu'il y a déjà un programme en cours? Oui, bon, il y a déjà un programme en cours, c'est vrai, mais ce qu'il faut reconnaître d'abord, avant d'entamer votre question, c'est que la mécanisation aujourd'hui est un besoin qui est ressenti au niveau de tous les maillons des différentes filières. Que ce soit au niveau du maillon production, on a vraiment besoin de la mécanisation, que ce soit le maillon et transformation, conservation, on a besoin de la mécanisation. Donc c'est toutes les filières qu'on a vraiment besoin de la mécanisation. Parlant maintenant de ces programmes, oui, c'est un programme pilote parce que il est beaucoup plus volumineux que le programme ordinaire. Dans le programme ordinaire, ce n'était pas 1000 tracteurs, voyez. Donc injecter en une seule campagne 1000 tracteurs, vraiment c'est un programme spécial. Et si ces 1000 tracteurs parvenaient vraiment à travailler correctement cette année, et vous verrez vraiment que ça pourrait vraiment impacter beaucoup vraiment les résultats que nous voulons vraiment atteindre. Alors, les agriculteurs qui sont peut-être dans la zone Office du Niger ont envie de savoir à quel coût ces tracteurs vont être octroyés. Bon, pour le moment, ça sera bien défini après. Il y a déjà une commission qui est en place, qui travaille depuis plus d'un mois, vraiment, qui est en train vraiment d'affiner, qui est en train de faire tous ces détails-là, et pour pouvoir vraiment le mettre à disposition. Déjà, on a dit que ces tracteurs-là seront subventionnés à 50%. Donc, vous voyez déjà, quels que soient les prix, déjà 50% de réduction, ça fait beaucoup. L'État rembourse les 50%, donc le producteur paye 50%, et aussi à crédit, avec une avance. Je crois que c'est des conditions qui sont vraiment juteuses pour vraiment les producteurs. Voilà.
D'accord. Alors, nous allons nous tourner vers Madi Keita, directeur national de la pêche. On parle de mécanisation. Est-ce que cela concerne le domaine de la pêche? Le domaine de la pêche, non, nous sommes dans une pêche continentale. Nous n'avons pas besoin de, de mécanisation à ce niveau. Si c'est la pêche maritime, c'est la motorisation des pirogues de pêche. C'est-à-dire que les gens vont très loin pour la pêche et les marées sont assez longs. Alors que chez nous, pirogues d'une tonne, 1 tonne 500 qui servent de pirogue de pêche, on n'a pas besoin de le motoriser. Sinon, le coût va être très élevé. Donc les pêcheurs maliens, généralement, quand ils utilisent même le moteur hors bord, c'est pour leur déplacement, le déplacement de la famille, leur migration, quand ils vont d'un campement à un autre. Ils l'utilisent, mais pour la pêche, on n'a pas besoin de cette mécanisation. Donc, surtout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de moderniser un peu les infrastructures d'accueil. Et là, je voudrais profiter de votre antenne. On a réalisé à Bamako un marché à poissons avec l'appui du Japon de près de 6 milliards de francs CFA. Dans la zone aéroportuaire. Dans la zone aéroportuaire. Très moderne, qui doit améliorer les conditions de vente du poisson. Qu'est-ce qui s'y passe? Dites-nous. Oui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, c'est fait pour des grossistes. Maintenant, on est en train de réaliser des marchés de détail à l'intérieur parce que, en tout cas, les marieuses ont exigé qu'il y ait des marchés de détail pour qu'ils puissent rejoindre le... C'est uniquement du poisson de mer ou bien c'est du... Non, c'est fait pour notre poisson. Effectivement, ils font aussi du poisson importé. Mais aujourd'hui, c'est l'agence seulement qui est en train de faire tourner. En réalité, les acteurs n'ont pas encore rejoint le marché. C'est comme le cas des halles de Bamako. Donc les gens traînent les pas encore pour venir occuper ces marchés et qui a toutes les conditions modernes où un grossiste a tous les matériels qu'il faut pour conserver son poisson pendant 1 mois dans de meilleures conditions d'hygiène, les vendre dans les meilleures conditions d'hygiène. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal à quitter le marché Sougounikoura, le marché BCAO pour rejoindre ces marchés. Donc, il y a une véritable action de sensibilisation que nous sommes en train de mener. Le ministre n'est pas resté en reste. Donc, aujourd'hui, quand même, les marieuses ont promis de rejoindre ces marchés-là. Et ça aussi, c'est ce que je dois dire sur cette antenne-là aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de faire comme infrastructure moderne, les gens préfèrent rester dans leurs conditions et ils ne voient pas aujourd'hui l'intérêt de vendre des poissons pour avoir une clientèle fidèle qu'il faut pour ça. Parce qu'ils pensent que quand ils quittent leurs conditions, peut-être les prix du poisson vont augmenter ou bien ils n'auront pas ce qu'ils avaient quand ils étaient dans les conditions comme le marché de Médine. Tout le monde sait comment le poisson est vendu sur le marché de Médine. Donc ça aussi, c'est un travail que nous allons nous atteler par rapport à ces campagnes-là. Mais si vous permettez, M. Sidibé, je crois qu'on ne va pas quitter cette antenne-là pour dire les engagements qu'on a eus dans le cadre de ces plans de campagne-là. Nous avons dit que nous allons préserver une production de 90 000 tonnes de poissons. Nous, c'est qui? Le secteur de la pêche, le développement rural, dit que aujourd'hui au Mali, pour cette campagne-là, nous allons maintenir 90 000 tonnes de poissons de pêche, de capture et 3 000 tonnes de poissons d'élevage ou de pisciculture. Donc ça, c'est notre engagement. C'est un défi aujourd'hui. C'est un défi aujourd'hui que nous devons relever. D'accord. Merci. Alors, nous n'allons pas quitter cette table sans pour autant parler de l'accès à la terre. L'agriculture, c'est surtout ça qui fait défaut aujourd'hui. Il y a beaucoup de spéculations foncières, notamment dans la zone Office du Niger. Avec vous, Demba Diallo, vous êtes chef de la division planification au niveau du département du développement rural. Aujourd'hui, qu'est-ce que le programme prévoit dans le cadre de la préservation des terres aux populations autochtones? Bon, vous savez, on va un peu revenir en arrière parce que pour faire un peu allusion à la loi d'orientation agricole qui a vraiment fixé tout ce qui doit être fait, en tout cas en matière agricole. Et par rapport au foncier, ce qui est prévu, c'est vraiment la politique foncière. Et je crois que ça, c'est déjà fait. Nous avons déjà ce document-là qui est disponible.
et il y a également la loi foncière. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on vient d'élaborer et de valider. Donc il reste maintenant la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre également va demander un certain nombre d'instruments qui ne sont pas d'abord élaborés. Donc il faudrait vraiment aller en tout cas avec ces dispositions-là pour pouvoir vraiment circonscrire à tous ces contentieux liés vraiment à la propriété, à la propriété foncière. Voilà. Sinon, il y a toujours des problèmes autour vraiment du foncier. Il y a toujours des problèmes. Permettez-moi d'insister sur le domaine de l'autosuffisance alimentaire. On ne va pas parler d'autosuffisance alimentaire, mais surtout de la sécurité alimentaire aujourd'hui. Le gouvernement promet beaucoup en début d'année, mais les ONG sont souvent là pour faire le bilan. Et souvent, le bilan n'est pas fameux. Est-ce que l'État du Mali, avec les estimations aujourd'hui de cette campagne, de cette nouvelle campagne, peut assister les populations, peut convenablement servir les populations avec les productions que le plan annonce? Oui. Ce qu'on peut dire, M. Sidibé, c'est que cette production suffit largement pour couvrir l'ensemble des besoins céréaliers du pays. Ça, c'est très clair. Et cette année, une bonne quantité a été vendue certains organismes comme le PAM. Le PAM fait beaucoup d'achats actuellement auprès de nos producteurs pour ces ONG-là dont vous parlez là. Voyez, que ce soit le mil sorgho, que ce soit le niébé, tout ça c'est des produits que vraiment le PAM paye actuellement au Mali et souvent il paye au Mali même pour amener à l'extérieur. Voyez. Donc c'est pour vous dire que vraiment ces quantités, si elles étaient bien réparties, suffisent largement pour couvrir l'ensemble des besoins du pays. Quand vous dites bien réparties, c'est-à-dire? Oui, vous savez... Interdire l'exportation? Bon, on ne peut pas interdire l'exportation. On peut pas interdire l'exportation, mais il s'agit de s'organiser de manière à faire en sorte que vraiment les céréales soient disponibles, les produits agricoles soient disponibles dans toutes les zones de consommation. Voilà, il s'agit de ce genre d'action. Voilà. Sinon, on ne peut pas vraiment interdire la sortie de céréales. Mais vous savez, c'est cette sortie de céréales qui crée généralement des problèmes. Puisque nous n'avons pas vraiment d'emprise sur la sortie de céréales. Est-ce que les zones du Nord vont être pénalisées à cause de la crise par rapport à l'accessibilité donc des céréales? Non, pénalisées comment ça? À cause de la crise, on sait que la mobilité est très réduite pour les producteurs. Oui, bon, pour pouvoir écouler les produits. Non, pour le moment, nous n'avons pas vraiment enregistré ce genre d'action. Dire que à cause de la guerre, à cause de cette insécurité qui est là, vraiment les producteurs n'arrivent pas à vendre les produits. Non. Vraiment, vous pensez que dans ces zones-là, c'est vrai qu'il y a l'insécurité, mais en ce qui concerne la production agricole, elle n'est pas profondément entamée. Voyez, elle n'est pas profondément entamée. Donc, les périmètres irrigués qui sont vraiment beaucoup plus répandus dans ces zones-là sont vraiment toujours mis en valeur, sont vraiment cultivés. Et les productions qui représentent environ 4% de la production nationale, ces productions, on arrive toujours vraiment à les conserver, à les bien distribuer. Voilà. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je rappelle que l'émission d'aujourd'hui était consacrée au plan de campagne 2015-2016 qui a été adopté hier à l'issue donc du Conseil supérieur de l'agriculture. Et nos invités pour parler de ce thème étaient Madi Keita, directeur national de la pêche, Amadou Dambélé, directeur national de la production et de l'industrie animale, Demba Diallo, chef de la division planification au département du développement rural. Je suis Famoussa Sidibé. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara est à la mise en onde. Mamadou Ouattara est à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré et son assistante ont réalisé donc cette émission. Un clin d'œil à Juliette. Voilà. Et nous mettons fin donc à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.
grand dialogue.